Bienvenue à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrions cette semaine la journée de lutte contre les maladies rares, des pathologies qui touchent en réalité plus de monde que nous pensons, puisqu'on compte entre 300 et 400 millions d'individus dans le monde qui seraient touchés par ces maladies. À ce jour, on estime qu'il existe entre 7 000 et 8 000 maladies rares, dont 80% à peu près seraient d'origine génétique. En Algérie, on parle à peu près de 2 millions de personnes atteintes de maladies rares. Ce soir, on tentera de comprendre comment vivre avec une maladie rare, quels en sont les risques de complications et quels sont les traitements disponibles en Algérie. On fera la lumière sur la NMO, la neuromyélite optique, récemment reconnue comme étant une maladie rare chez nous et enregistrée sur la liste des pathologies rares. Voilà en gros le propos que nous vous proposons ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Dr Birouk Slimane. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes président de l'association de la CEP, la sclérose en plaques, et des maladies inflammatoires apparentées. Bienvenue. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir le professeur Smaïl Daoudi. Vous êtes neurologue, chef de service au CHU de Tizi Ouzou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je rappelle également que vous êtes coordinateur du club neuro-inflammatoire de la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique. J'ai également le grand plaisir de recevoir dans cette émission, bonsoir, Mariam Merazi. Je suis très contente de vous recevoir dans cette émission. Merci. Vous venez casser un grand tabou. On n'arrête pas de le dire dans cette émission. Je rappelle que vous êtes notre témoin. Vous êtes patiente atteinte de maladies rares. Vous êtes également présidente fondatrice de l'association Maïra, donc association des maladies auto-immunes invisibles et rares. Bienvenue encore une fois. Je commence avec vous, Mariam. Je rappelle que vous avez créé donc cette fondation il y a quelques années. Vous l'avez créée parce que vous avez remarqué que votre contenu sur Instagram, je rappelle entre parenthèses que vous êtes également créatrice de contenu, vous avez remarqué que votre contenu attirait beaucoup de monde. Vous receviez des témoignages de personnes atteintes de maladies rares qui avaient besoin de partager justement. À quel point il est important d'en parler? On se sent seul lorsqu'on est atteint d'une maladie rare? C'est très bizarre, vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes atteintes de maladies rares, mais chaque personne se sent seule. Donc le fait de savoir qu'une autre personne a une maladie, peu importe si ce n'est pas exactement la même maladie, mais on se comprend entre nous. Donc on se sent directement moins seul, donc soutenu, compris et pas jugé surtout. Oui. C'était important pour vous de venir en parler ce soir. Vous cassez, je le disais, un grand tabou par votre geste de témoignage. Vous avez choisi d'en parler alors que beaucoup de gens préfèrent cacher leur pathologie, disons-le, en Algérie, en 2024. C'est encore un grand tabou. Conseil qu'on nous donne, oui, ne pas en parler. C'est ça. Encore plus quand on est une femme. Et c'est pas du tout juste, c'est pas correct, parce que on va pas se cacher. C'est pas de notre faute, on l'a pas choisi, et c'est pas tabou. C'est normal. On existe comme toute autre personne. Oui. C'est pas forcément notre maladie qui nous définit. Exactement. Au contraire, moi, je pense que ça nous rend plus forts. Oui. Professeur Daoudi, une question pédagogique. C'est quoi une maladie rare? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation encore une fois et pour cette opportunité, et en remerciant notre invité également pour ce discours. Donc, comme vous l'avez dit, donc maladie rare, généralement dans la prévalence, c'est à peu près une maladie qui touche une personne sur 2000. Et bien évidemment, pour ces maladies rares, comme vous l'avez bien expliqué, il y a à peu près plus de 300 millions de personnes touchées dans le monde. Donc ce n'est pas des maladies aussi rares qu'on les dénomme. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces maladies rares, il y en a quand même celles qu'on appelle orphelines, pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Donc à la limite, j'ai juste envie de dire que si aujourd'hui nous sommes là en train de parler de ces maladies rares, parce qu'elles posent énormément de problèmes sur le plan de la prise en charge, parce que nous en avons un exemple tout à l'heure qui pourra nous dire ce qu'elle vit. Et le deuxième élément, c'est de se dire que ces maladies rares, pour la plupart, ont une étiologie ou une origine génétique qui font que nous sommes encore dans certaines impasses sur le plan de la prise en charge, notamment pour celles qu'on voit dans notre pays, vu, j'ai envie de dire un mot qui ne va pas plaire, le drame de la consanguinité. Absolument. Parce qu'on reste encore une fois dans notre pays, dans nos consultations face à
à ces patients. J'ai juste envie de dire encore une fois que ça touche autant les enfants que les adultes, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la NMO. Donc, qui dit maladie rare ne veut pas dire enfant uniquement, donc enfant et adulte. Donc, le terme utilisé tout à l'heure par rapport à l'affrontement seul, en solitude de cette affection, mais également quand on parle de maladie rare, c'est pratiquement le désert des Tartares. On est voué à soi-même sur le plan des perspectives professionnelles, sur le plan du planning familial, sur le plan de plusieurs paramètres. Et si on est là aujourd'hui, donc ça renvoie à un réveil, j'ai envie de dire, magnifique de l'approche qu'on aura pour ces maladies, puisqu'on vient d'inscrire plus de 113 maladies rares maintenant en Algérie, et parmi lesquelles la NMO, absolument. Alors, j'ai envie juste de rebondir sur cette notion justement de consanguinité. Vous l'avez dit aussi, plus de 80% de ces maladies sont d'origine génétique. Est-ce que ça fait de nous, je parle de l'Algérie bien sûr, est-ce que ça fait de nous un pays à forte prédominance de maladies rares? On est plus touché que les autres finalement? Alors, en fait, il y a eu un travail extraordinaire fait par nos aînés, fait par la tutelle, donc toutes les équipes de médecine qui sont passées par la gestion de notre chère médecine algérienne. Donc, juste pour vous donner des chiffres, on avait des chiffres de consanguinité qui étaient hyper importants, donc au-delà de 65 à pratiquement 70%. Donc il y a eu d'énormes campagnes de sensibilisation. Donc on n'a pas la même consanguinité des années 60-70 que celle qu'on a aujourd'hui. Mais ceci dit, il reste quand même des zones ou des régions dans notre pays où cette consanguinité, donc grosso modo, on était entre 67 à 68% au début des années 80, fin des années 70. Là maintenant, on est à peu près entre 25 et 30%. Mais on interpelle encore toutes les parties prenantes dans la prise en charge des patients, quel que soit leur rang, à participer à ce conseil génétique. Et nous, pratiquement en neurologue, où on a une grosse partie de nos pathologies donc liées à ces transmissions génétiques, nous insistons énormément sur le conseil génétique. Et je pense que vous avez eu déjà vous-même le génie de nous en parler par rapport à la sensibilisation de la population, surtout que maintenant, il y a beaucoup de moyens de communication et beaucoup de facilité à transmettre ça. Donc, il y a un travail positif dans le sens où il y a une réduction de la consanguinité, mais elle n'est pas encore aux chiffres escomptés. On va essayer justement de mettre ça peut-être dans un contexte avec une petite évaluation. À quoi ressemble aujourd'hui, je vais vous reposer la question, à quoi ressemble aujourd'hui en Algérie la vie avec une maladie rare? Est-ce qu'on arrive, vous êtes dans le mouvement associatif depuis des années, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à améliorer le pronostic, à éviter les complications? Merci. Madame Sarah, bienvenue aussi pour notre invité, le professeur Daoudi aussi, bonjour. Franchement, pour améliorer, on a d'abord moi je dirais un diagnostic précoce, très important dont vous en avez parlé professeur tout à l'heure, un diagnostic précoce et surtout instaurer un traitement précoce. Après, c'est surtout pour la qualité de vie, elle vient après. Après, franchement, c'est quand le malade il est bien pris en charge. On y arrive finalement, le diagnostic précoce, parce qu'on parle beaucoup d'errance diagnostique dans ces maladies. On le verra tout à l'heure en expliquant justement ce que c'est que la NMO. Mais est-ce qu'on y arrive? Pour le moment, pas suffisamment. Pas suffisamment. Il y a un petit retard quand même qui s'accumule. Et justement, par rapport à la NMO, il faut vraiment accélérer le process pour poser un diagnostic rapidement parce que le pronostic... C'est essentiel. Essentiel parce que même le pronostic vital, il est mis en jeu. Oui. Alors, la même question, comment vit-on avec une maladie rare finalement en Algérie actuellement? Alors, quoi ressemble votre déjà vie? le diagnostic prend beaucoup de temps, donc on est encore dans le retard diagnostique. Pour ma part, en moyenne, entre 3 et 4 ans pour le diagnostic. Et là, en ce moment, j'ai d'autres symptômes et j'ai toujours pas de diagnostic. Donc, on va dire que ça prend du temps, mais une fois qu'on a le diagnostic, c'est aussi autre chose. C'est aussi compliqué. Donc, pardon. Le diagnostic, ça s'apparente à un soulagement dans ce cas précis. Alors, on parle souvent de...
Je vais vous reposer la question après le reportage. Alors on va voir justement, je vais vous proposer, messieurs et mesdames, un reportage qui revient justement, qui va vous permettre de découvrir une maladie qui est la XP ou la Xeroderma pigmentosum, une maladie rare qui se caractérise par une intolérance extrême à la lumière et au soleil. Je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné récemment à l'occasion d'une journée de sensibilisation à cette maladie. Les enfants de la Lune, une communauté rare confrontée à des défis uniques. Extrêmement sensibles à la lumière du soleil, ces enfants sont obligés de vivre principalement la nuit pour éviter toute exposition directe au soleil. Cette situation entraîne souvent un isolement social, mais elle nécessite également un traitement médical onéreux et des équipements de protection solaire spéciaux qui ne sont pas à la portée de tous. Je suis venu de Tarzout qui se trouve à Bouera pour assister à cette journée de sensibilisation. Ma fille avait 2 ans quand le dermatologue nous avait informé qu'elle souffrait de cette maladie rare. Au début, on pensait que c'était un simple coup de soleil, mais très vite son visage est devenu couvert de taches brunes et la sécheresse de sa peau était importante. Honnêtement, leur prise en charge est difficile. Le traitement n'est pas remboursable et il coûte cher. Rien que la crème dépasse les 4000 dinars et les dermatologues recommandent d'appliquer des couches généreuses. Il nous faut aussi les casques spéciaux pour la protection anti-UV. De plus, ils ne sont pas disponibles en Algérie. J'ai 2 enfants, tous 2 atteints de cette maladie. Ma fille a 7 ans et mon fils a 2 ans. Le traitement de cette maladie rare coûte très cher et mon salaire ne me permet pas de l'acheter pour mes 2 enfants. Rien que le collier pour les yeux dépasse les 3000 dinars. Je n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Ma fille va à l'école, mais malheureusement ses camarades se moquent d'elle à cause de son apparence. Elle n'arrive pas à se faire des amis. En plus, elle refuse de mettre la protection. Je n'arrive pas à lui faire accepter cela. Les études indiquent que les couples consanguins ont un risque accru jusqu'à 25% d'avoir un bébé atteint de cette maladie. En Algérie, ils sont plus de 300 cas. Un accompagnement psychologique régulier est crucial pour cette communauté, tout comme les consultations médicales fréquentes, au moins 4 par an. Alors, le Xeroderma pigmentosum est une maladie rare. Il faut savoir que c'est rare, c'est une maladie héréditaire qui est caractérisée par une intolérance au soleil. En fait, quand ces enfants-là s'exposent au soleil, ils ne le supportent pas. Ils vont subir tous les effets néfastes du soleil, ils vont brûler, ils vont faire donc des rougeurs. Mais le problème, le gros problème, c'est qu'à la longue, ces effets cumulés du soleil vont aboutir à des cancers de la peau. Ce sont des enfants qui vont faire à un très jeune âge des tumeurs de la peau, différentes tumeurs. Parfois, on peut les enlever chirurgicalement, mais parfois, ce sont de grosses tumeurs très difficiles à enlever sur le visage. Donc, il faut protéger ces enfants. Ils ne doivent pas être exposés du tout au soleil. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande une protection vestimentaire, ça demande des casques pour protéger les zones exposées, ça demande des crèmes solaires, et puis ça demande tout ce qui va avec la vie sociale, des vitres au niveau des voitures, des vitres au niveau des maisons, des vitres au niveau de l'école. Tout cet accompagnement est quand même assez lourd. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un support pour toute cette logistique, mais aussi d'un support psychologique. On ne l'oublie pas. Le retentissement psychologique, ce sont des enfants qui sont différents des autres. Ils doivent s'accepter, les parents doivent accepter cette différence. Le Xeroderma pigmentosum reste peu connu en Algérie. C'est pourquoi ce genre de journées de sensibilisation sont très importantes pour aider les parents à mieux comprendre cette maladie pour la traiter efficacement. Et le sujet a été signé Majda Jahmoun. On a vu des images assez impressionnantes, professeur Daoudi. Alors la XP est une maladie quand même qui est assez connue. On en parle depuis des années en Algérie. Ce n'est pas le cas de la NMO qui vient d'être, je le disais en préambule, vous l'avez dit également, qui vient d'être donc reconnue comme une maladie rare chez nous. Très peu connue, la NMO. Est-ce que parce que c'est une maladie très rare Alors, elle n'est pas uniquement rare, mais très rare, finalement. Donc on ne va pas dire très rare, on va dire rare, mais même le terme de rare, il est relatif. Tout à l'heure, vous avez soulevé le problème avec notre invité de l'errance diagnostique. Si on les appelle maladies rares, c'est parce qu'on n'a pas le réflexe de les diagnostiquer. Donc cette rareté fait que l'errance diagnostique existe dans tous les pays du monde. Et ce pour lequel on est là aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens
et les confrères. Donc vous pensez qu'on ne les connaît pas assez parce qu'on n'arrive pas à les diagnostiquer? En fait, on ne reconnaît que ce qu'on connaît, on ne cherche que ce qu'on connaît. Donc cette maladie qui a été décrite à peu près il y a plus d'un siècle, donc on va dire 1894, on a attendu jusqu'en 2006 pour faire des critères diagnostiques, parce que pendant très longtemps, on l'a considéré comme étant une forme particulière de sclérose en plaques. On l'appelait la forme optico-spinale, qui était pratiquement fréquente en Asie, pas chez les populations euro-américaines, c'est-à-dire caucasiennes. Donc c'est à partir de ces années qu'on a pu identifier un anticorps. Donc pour la première fois, on avait un anticorps, c'est-à-dire biomarqueur d'une maladie, et c'est grâce à ça qu'on a eu à découvrir cette maladie. Donc la rareté de la maladie est due au fait qu'on n'avait pas des outils diagnostiques fiables qui nous permettaient de la différencier avec d'autres maladies. Donc depuis l'avènement de cette approche immunologique de certaines maladies rares, on arrive à identifier parmi ces dernières quelques-unes, et entre autres cette maladie de De Vic ou la NMO, et je vous remercie pour le terme que vous avez utilisé, parce qu'initialement on disait très très rare. Après, on est parti à rare. Et là, maintenant, on se pose même des questions, puisque de plus en plus, il y a des travaux qui se font. Ce qu'on disait pendant longtemps, hein, si vous permettez, professeur Daoudi, parce qu'on disait pendant longtemps, justement, que c'était une forme rare de la CEP. Oui. C'est pour ça que je disais que c'est probablement une maladie très rare. Tout à fait. Et pour vous rejoindre, je pense, les experts pensent ou disent que peut-être pour les populations maghrébines ou du sud de la Méditerranée, on n'est peut-être pas au même chiffre de prévalence que les Asiatiques, mais on aurait eu beaucoup plus de NMO chez nous que de NMO dans les populations caucasiennes. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, mais ça nous renvoie à dire qu'il y a probablement des caractéristiques particulières dans nos populations de cette maladie et des chiffres de prévalence qu'il faudrait qu'on prenne en charge nous-mêmes pour faire face spécifiquement à ces maladies pour nos populations. D'autant plus qu'on commence à avoir maintenant des chiffres assez intéressants sur le plan épidémiologique dans nos régions. Oui, donc c'est une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune. Il ne s'agit pas d'une maladie génétique, hein, parce qu'on a dit tout à l'heure que 80% des maladies sont génétiques. Ce n'est pas le cas de la NMO. Ce n'est pas le cas, même si on commence à décrire quelques formes familiales. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai 2 familles avec des tableaux un peu de chevauchement, mais ce n'est pas une maladie génétique au sens mendélien du terme, comme ce qui a été présenté tout à l'heure, ou comme l'hémophilie, etc. Mais ce qu'il faut savoir sur le plan de l'éthiopathogénie, c'est une maladie à médiation humorale. Donc on sait que c'est une maladie auto-immune. On sait qu'il y a un anticorps qui réagit contre son propre organe, où la cible, c'est pratiquement la myéline du nerf optique et de la moelle épinière. Donc on arrive à identifier, et c'est peut-être l'une des plus belles avancées ces 10 dernières années, c'est que non seulement on sait qu'il y a un anticorps, mais on a identifié la cible. Donc on a compris la cascade intervenant dans la genèse de la maladie, et c'est pour ça que maintenant cette maladie rare fait, j'ai pas envie de dire fait le boom à travers le monde, mais je peux vous garantir que avant de venir, j'ai revu un peu quelques pays à travers les continents de la planète. Beaucoup de pays parlent de cette pathologie ou de cette maladie parce qu'il y a actuellement une connaissance de la physiopathologie, donc il y a actuellement une chance d'améliorer la prise en charge de cette maladie, pour ne pas dire de l'arrêter, puisqu'elle touche des sujets quand même qui sont en pleine activité socio-professionnelle. Oui. Alors pour la NMO, vous êtes président de l'association de la CEP et des maladies donc apparentées, maladies inflammatoires apparentées. Pendant longtemps, ce que disait à l'instant professeur Daoudi a été confondu avec la sclérose en plaques, mais finalement, ça ressemble à la sclérose en plaques, mais c'est beaucoup plus brusque et beaucoup plus handicapant, c'est ça? Tout à fait, justement, parce qu'il y a eu pas mal de malades qui ont été traités d'emblée pour une CEP. Et il s'est avéré que ce n'était pas des CEP, c'était des NMO. Oui. Malheureusement aussi, on a été informé, par exemple l'année dernière, il y a eu 2 décès de NMO. Donc ça veut dire que c'est une pathologie quand même qui est létale. Oui. Donc là, le très agressif, justement parce qu'ils finissent il peut finir par une cécité, voire aussi par une paralysie. Oui. Et là, ça, franchement, c'est terrible. C'est se mettre à la place du patient. C'est vraiment terrible. Oui, on va voir tout ça en tout cas. Mariam, alors,
quand on entend ce qui se passe, rien qu'en citant la NAMO, mais bon, il y a énormément de maladies rares. J'ai envie de savoir avec vous, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans le parcours d'une personne atteinte d'une maladie rare. On le définit comme un parcours du combattant, mais finalement, alors le plus difficile, est-ce que ça serait l'arrivée au diagnostic, puisqu'on parle d'une errance? Est-ce que c'est les traitements qu'on doit prendre à vie? Est-ce que c'est l'altération du pronostic fonctionnel? Parce qu'on va voir aussi, par exemple, dans la NAMO, on va voir des paralysies qui vont arriver très brusques. Et est-ce que c'est le fait aussi de savoir qu'on n'en guérit pas finalement? Je pense que c'est tout ça ensemble. C'est le fait de devoir s'adapter à chaque étape. Parce qu'en réalité, ok, on a le diagnostic après. On doit avoir le traitement. Et après, on peut avoir d'autres symptômes, donc d'autres traitements. Le traitement, on peut le prendre une certaine période après. Il faut changer. Il faut encore s'adapter au traitement. Le régime alimentaire, l'hygiène de vie, si on est toujours en train de faire des études. Est-ce qu'on peut continuer ou pas? Si on a des projets de travail, etc., est-ce qu'on peut faire ce qu'on voulait avant ou on doit changer tout ça? En fait, c'est l'adaptation. Une fois qu'on comprend qu'en fait, c'est pas on a le diagnostic, on a le traitement, c'est bon. C'est une adaptation à faire à chaque fois. Mais moi, ce que je dis, c'est que il faut certains disent qu'il faut faire le deuil de sa vie d'avant. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il faut pas se comparer à sa vie d'avant, mais la vie d'aujourd'hui, la vie avec c'est facile d'accepter finalement sa maladie, justement, parce que ça, quand on parle du deuil, on parle de l'acceptation de la maladie. Absolument. Si on arrive à l'accepter, on peut continuer à avancer et on peut peut-être faire de meilleures choses, de plus jolies choses, ou peut-être tout simplement qu'on voit la vie différemment, donc on voit les choses autrement. Oui. Alors, avant l'acceptation, il y a l'annonce de la maladie. Finalement, dans une maladie rare, c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure, dans une maladie rare, l'annonce est un moment de solitude ou un moment de soulagement? Justement, l'annonce, oui, est très difficile. Parce que des fois, il y a certains qui n'ont pas le tact d'annoncer. Et là, franchement, c'est... Nous avons justement une cellule d'écoute par rapport à ça. On a un psychologue qui s'occupe de ça. D'ailleurs, au niveau de notre page Facebook, nous avons des spots et des présentations de notre psychologue par rapport notamment à l'annonce du diagnostic qui est très importante au départ. C'est justement pour accepter son diagnostic, c'est très important. Mais c'est le point de départ. Parce que maintenant, on sait de quoi il s'agit. Après, on va construire dessus. Dans une maladie quand même comme la NAMO, professeur Daoudi, je pense, je suis qu'une profane devant vous, mais est-ce que ce n'est pas quand même un soulagement, parce qu'une personne qui a été saine toute sa vie, qui se retrouve grabataire du jour au lendemain, parce qu'on va voir qu'il y a le risque de handicap, même si on a fait une seule poussée, c'est quand même un soulagement d'avoir un nom sur sa pathologie, non? Parce qu'il y a quand même une grande incompréhension. Bien sûr, donc vous l'avez si bien dit initialement, donc il y a le problème de l'errance. Donc l'annonce du diagnostic dans le cadre des maladies rares ou dans le cadre d'une NMO, effectivement, comme l'a cité notre invité et M. Birouk, il a un double effet. Premièrement, c'est vrai que ça soulage puisqu'on met une étiquette sur quelque chose et après, M. Google, on commence à chercher. Mais après, c'est peut-être le début d'une autre façon de se prendre en charge. D'abord, le vécu, il y a deux approches. Donc, par moment, il y a un déni. Surtout quand on n'est pas préparé, quand on a une personnalité un peu fragile, quand on a une maladie qui peut affecter le cognitif, donc, parce que l'immunité ne touche pas uniquement le physique, elle touche aussi ce qu'appellent les gens ce subconscient ou ce cognitif. Et le deuxième élément, c'est de pouvoir se mettre ou s'inscrire dans une filière de soins. C'est ça le gros souci après une annonce de diagnostic. Si vous êtes dans une filière de soins où il y a cette psychologue pour l'annonce du diagnostic, ce médecin qui est là pour l'explication et l'interprétation des examens et l'accompagnement de tous les événements, que ce soit des événements physiologiques, donc la grossesse, les études, etc. Et bien évidemment, quel que soit ce qu'on est, quand on a une maladie rare ou même une maladie non rare, il y a quand même une approche précautionneuse par rapport à certaines choses. Et qu'on le veuille ou pas, il y a des moments où, quand on a une maladie plus ou moins sévère, on appréhende. Et cette appréhension,
par moment, peut jouer des tours. Ça fragilise. Tout ce qui affecte le corps affecte l'esprit, mais tout ce qui affecte l'esprit affecte le corps. Donc c'est un cercle vicieux. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut une adhérence ou une adhésion plutôt totale du patient à l'approche du médecin, mais également du praticien au patient. Après, il y a tout un contingent d'éléments qu'il faut associer à cette prise en charge, donc la famille, la personne elle-même, mais quel que soit le type de maladie qu'on a, quel que soit le rang social qu'on a, il y a toujours un petit bémol dans ces maladies, il y a toujours une petite crainte qu'on gère d'une façon variable entre les individus. Il ne faut pas que ça tarde, peut-être, c'est ça qui est très important, ce moment d'acceptation, il faudrait qu'il ne soit pas très long, parce que quand même, ça va retarder la prise en charge, ce qui est très, très dangereux dans ce type de maladie. Je pense que si on nous croit dès le départ, parce que la majorité des patients au début, on a plusieurs symptômes qu'on ne peut pas expliquer, parce que nous-mêmes on ne les comprend pas. Donc peut-être on est maladroit quand on les explique à notre entourage, et l'entourage bien sûr qui se veut bienveillant, qui nous dit que ça ira, donc veut effacer ces symptômes. Donc on reste, nous déjà, dans une certaine période avant d'aller voir le médecin. Ensuite, le médecin parfois peut ne pas nous croire parce que ça ne se voit pas, parce que c'est rare, parce que... oui, souvent des malades disent qu'on leur a dit que ça se passe dans votre tête, hein, très souvent. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que c'est la partie la plus délicate et la plus difficile. Parce que nous-mêmes, on ne se comprend pas, et si on nous dit qu'il n'y a rien, on va douter de nous-mêmes, et là, ça va retarder encore le diagnostic. Oui. Alors cette notion d'incompréhension, malheureusement, n'est pas uniquement, c'est ce que vous venez de dire d'ailleurs, n'est pas uniquement l'apanage de monsieur tout le monde, n'est pas uniquement l'apanage du patient lui-même, qui ne comprend pas ses symptômes. Ça touche aussi les professionnels. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels ne connaissent pas cette maladie, enfin ne connaissent pas toutes les maladies rares. Tout à fait, tout à fait. Ils ne font pas la part des choses. En plus, si on n'est pas là par une écoute active du malade, c'est vrai, on va errer dans le diagnostic. Et là, le malade après, il est vraiment mal en point. Oui. Et l'entourage, pour ne parler que du malade, mais après, il y a aussi l'entourage qui ne comprend pas. Et après, ça ne fait qu'augmenter la pression sur le malade. Absolument. Professeur Davidi, oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que là, vous avez mis le doigt là où il faut. Il y a un bel exemple dans la NMO. C'est la neuropathie optique rétrobulbaire. Le malade ne voit rien et l'ophtalmo non plus. C'est-à-dire que vous avez un jeune qui a 20 ans, 21 ans, qui se réveille un beau matin, il a mal à l'œil, et il va aller voir son ophtalmologiste qui fait un front-œil, un examen ophtalmo. Il lui dit voilà, non, vous n'avez rien. Ou bien ce même malade donc, qui fait une désengourdissement ou une baisse de l'acuité visuelle pendant quelques jours, il récupère, donc il se dit je n'ai absolument rien. Donc là, je vous remercie pour cette perche, parce que le gros souci dans ces maladies-là dites rares, c'est pour ça que ce n'est pas à la portée de tout médecin de pouvoir faire le diagnostic. Nous sommes tous à la limite dans un conditionnement de réflexion standard face aux patients, et justement c'est cette culture comme elle l'a dit elle, même nous-mêmes on n'y croit pas, c'est d'avoir ces réflexes et de se dire voilà, ça peut être une maladie rare. Alors, vous avez parlé brièvement des symptômes. Est-ce qu'on peut les rappeler justement? Parce que ça aussi, c'est une des causes de cette errance, c'est parce qu'il y a une palette énorme quand même de symptômes de cette maladie, pour rester sur la NMO. Tout à fait. Donc, on l'appelle NMO parce que les premiers cas princeps décrits touchaient le nerf optique et la moelle épinière. Donc, on peut avoir une baisse de l'acuité visuelle, soit unilatérale ou bilatérale. On peut avoir une atteinte, une faiblesse musculaire aux quatre membres, ce qu'on appelle une tétraplégie ou une tétraparésie. Mais on peut avoir aussi une atteinte. C'est-à-dire une paralysie. C'est une paralysie qui touche les membres inférieurs ou les quatre membres. Mais vous avez d'autres symptômes. Absolument. En fait, qui ne sont pas spécifiques. La particularité de cette pathologie renvoie à deux éléments cruciaux dans le diagnostic. D'abord, on peut passer de formes banales, légères, à des formes très sévères. Donc on peut avoir des modes d'entrée assez particuliers. Quand on a une forme sévère, ça suscite de l'intérêt, on hospitalise. Par contre, quand on a des tableaux, on va dire, incomplets ou légers, ça peut pousser les patients à ne pas consulter, ça peut pousser le médecin même à banaliser. Donc c'est le premier élément. Par exemple, il y a des gens qui rapportent que vous avez parlé de l'entrée des premiers symptômes de la maladie, par exemple quand on a des nausées ou des vomissements. Voilà. Le deuxième élément, c'est le type de consultation. C'est que parfois, ces pathologies
peuvent avoir plusieurs facettes d'expressivité. J'adore le terme expressivité, pas expression, parce que s'il y a bien des maladies où on a ça, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la sclérose en plaques, c'est des patients, c'est des tableaux, c'est des organes qui peuvent s'exprimer, mais avec des tableaux éparses, et tout particulièrement des tableaux qui peuvent laisser les patients consulter. Moi, j'ai vu une patiente il y a quelques jours, elle est restée 3 ans à suivre entre des collègues internistes, psychiatres, gastro, parce qu'elle avait ce que vous avez cité maintenant, donc des vomissements incoercibles et un hoquet. Qui aurait pensé que quelqu'un qui fait un hoquet difficile à arrêter est d'origine neurologique? Il faut être vraiment faire attention. Deuxième élément, vous pouvez avoir aussi d'autres tableaux cliniques, des prurites. Vous pouvez avoir des troubles du sommeil, des jeunes filles qui ont des tableaux d'hypersomnolence, de narcolepsie, c'est-à-dire qui ont des accès irrépressibles d'envie de dormir. Vous avez des tableaux qui habituellement nous renvoient à certaines pathologies infectieuses, donc d'encéphalite. Vous avez des tableaux d'encéphalopathie qui peuvent nous renvoyer certaines. Donc cette multitude d'expressions ou d'expressivité. Les troubles sphinctériens aussi. Bien sûr, sont source d'errance. Et je voudrais juste citer un exemple dans les pays d'Europe du Nord. Par exemple, dans certaines approches, ces bilans sont systématiques. On peut se dire, oui, ça peut coûter cher, mais au fait, ça peut aussi, si vous faites une étude pharmaco-économique, le fait de faire un diagnostic précoce et de traiter de façon efficace ces patients vous renvoie à avoir ultérieurement des gens qui vont vivre. Absolument, une économie de santé. Oui, à faire une économie de santé, avoir les arrêts de travail, avoir les morts prématurées. Ces gens-là qui font des troubles digestifs ou des troubles endocriniens, donc le syndrome polyuropolydipsique ou la narcolepsie, ils font des fibroscopies, ils font des IRM, ils font des explorations très coûteuses. Et au final, vous pouvez arriver à les avoir en neurologie avec des tableaux dramatiques, parfois donc avec des séquelles. C'est ça, absolument. Des séquelles très graves et qui sont irréversibles. C'était ma prochaine question justement. Alors on parle de symptômes, on parle aussi de symptômes séquelaires dans la NMO, c'est ça? Oui, oui. Alors, je ne sais pas si M. Biel veut parler parce qu'il travaille tellement avec nous. Oui. Moi, je pense qu'il connaît très bien la maladie. Je vais dire un mot parce que c'est capital ce que vous dites. C'est que l'une des différences avec la sclérose en plaques, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, donc la sclérose en plaques est une maladie où vous avez une face cachée, donc une inflammation qui ne s'exprime pas, et une inflammation qu'on appelle l'inflammation diffuse, et une inflammation focale où on a des symptômes. Mais dans la maladie de De Vic, et tout particulièrement cette forme qu'on appelle avec AQP4, c'est-à-dire des anticorps dirigés vers une cellule immunitaire du cerveau qu'on appelle l'astrocyte. C'est d'ailleurs le biomarqueur qu'on cherche quand on cherche cette maladie. Elle est dirigée vers la cellule immunitaire du cerveau qu'on appelle la QP4, donne des tableaux qui peuvent effectivement être parfois rarement légers, mais dans la QP4, à la différence d'autres maladies du spectre NMO, c'est-à-dire les MOGAD ou les formes double séronégatives, surtout ces AQP4, elles ont un critère sensibilisant sur le plan de la démarche thérapeutique. Parce qu'une fois que vous avez une première poussée, ces patients-là, si vous ne les traitez pas, ils rechutent durant l'année ou dans le mois, ou dans les 3 mois, ou dans les 6 mois, si vous ne les traitez pas. Et la rechute peut être fatale. Quand je dis fatale, c'est-à-dire qu'elle peut vous laisser des séquelles que vous ne récupérerez plus jamais. Et elles peuvent même tuer si la topographie de la plaque touche des régions, par exemple, où il y a le système dysautonomique. Donc je pense qu'ici, le message qu'il faut faire passer, quand on arrive à diagnostiquer un spectre NMO séropositif, il faut le traiter à la différence des autres, parce que comme vous l'avez si bien dit... Avant une deuxième poussée, c'est ça. Bien sûr. Avant la deuxième poussée. Et c'est capital de le traiter de façon efficace, puisque en 2023 maintenant, nous sommes arrivés à avoir un consensus thérapeutique sur le plan de la décision thérapeutique pour éviter ces séquelles. Ce n'est pas juste des corticoïdes à donner, mais plutôt un protocole. Bon, ce n'est pas l'endroit où on doit en parler, mais c'est juste pour rejoindre votre discours. Il est capital de traiter de façon vite, mais efficace, cette première poussée. Alors, on a parlé justement de l'importance du diagnostic précoce, parce que quand on traite justement dès le départ et dès la première poussée, on évite justement ces symptômes, voilà, absolument, ou ces symptômes résiduels qui peuvent être irréversibles. C'est ça qui est très dangereux. Alors, en l'absence d'un diagnostic précoce et d'un traitement adéquat, qu'est-ce qu'on craint, docteur Biro? Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez des malades atteints de NMO et qui n'ont pas été pris en charge à temps? L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que nous avons dans notre association une fondatrice avec nous. C'est très simple, elle a perdu un œil. Vraiment, et c'était trop rapide. Comme il disait le professeur, c'était en quelques jours.
C'est ça. Elle a C'est une maladie perdu. qui frappe. Elle est foudroyante. Clairement, voilà. Nécessité du sujet jeune. C'est cité. C'est cité. Absolument. C'est ça en fait qui est terrible dans cette maladie, hein, c'est que c'est irréversible. Hein. Si on perd la vue, on est invalide à vie. Hein. C'est ça, c'est-à-dire on ne peut pas récupérer finalement. En fait, tout dépend de la période durant laquelle vous recevez le patient. Donc, comme c'est une activité immunologiquement parlant bien décrite, donc on sait qu'actuellement, nous disposons de thérapeutiques qui peuvent modifier ce qu'on vient de dire. Parce que le discours que vous tenez ici et que je tiens avec vous, effectivement, est un discours important dans le sens où ça donne des cécités, ça donne des tétraplégies, donc c'est des paralysies à vie. Mais maintenant, nous disposons de protocoles thérapeutiques pour éviter justement ces séquelles et pour modifier ce tempo évolutif dont On va en reparler dans les traitements. Alors, Myriam, on parle de la NMO, mais on peut généraliser hein, d'une manière plus générale. Dans la NMO particulièrement, on va se retrouver sur un fauteuil roulant du jour au lendemain. On peut se retrouver non-voyant du jour au lendemain, alors qu'on était sain la veille. On peut être privé hein, de choses qui peuvent nous paraître banales, nous les personnes saines, comme par exemple marcher, courir, perdre la sensibilité hein, des mains, c'est-à-dire on prend quelque chose, mais on la touche pas concrètement. Quelles séquelles psychologiques peut-on avoir quand on a ce type de maladie? Vous devez voir hein, ça chez les personnes qui sont atteintes de maladies rares. J'ai même reçu, quelles répercussions justement psychologiques? Ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois, un message d'une jeune fille qui avait déjà des maladies auto-immunes, qui est maintenant diagnostiquée NMO, mais à l'époque, elle ne savait pas c'était quoi exactement. Donc, elle m'a décrit les symptômes et tout. Et même si elle connaissait déjà les maladies, elle avait déjà des maladies chroniques, mais quand on a des séquelles comme ça, des symptômes comme ça, c'est sûr que ça fait peur. Oui. Tout simplement. C'est déprimant. Que c'est le mot. Au départ, oui. Ensuite, moi, je la vois maintenant avec le diagnostic, elle revit. Carrément, elle revit. Même si c'est difficile, elle le dit, c'est plus difficile que ses autres pathologies, mais elle revit parce qu'elle sait ce qu'elle a. Oui. Alors j'ai envie de poser une question justement dans le même contexte. Quand on vous voit comme ça, on a du mal à imaginer quand même que vous vivez avec plusieurs maladies rares. Vous êtes pimpante, vous respirez la vie. Rappelons-le, vous avez une vie épanouie. Vous êtes l'heureuse maman de 2 bébés aujourd'hui. Hein, quand on vous voit comme ça toute jeune, on n'y pense pas, mais c'est le cas. D'ailleurs, vous communiquez une image positive hein, d'une personne qui peut vivre avec une maladie rare. Comment arriver finalement à vivre avec sa maladie? Comment y arriver? En fait, il faut en parler, tout simplement. Il faut être bien entouré, en parler et expliquer. En fait, moi, j'ai compris maintenant en étant maman que ça fait mal d'avoir un enfant malade. Et c'est difficile à écouter. Moi, si je vais dire, voilà, je ressens ça et ça et ça, moi, je le dis parce que c'est mon quotidien, je le vis tous les jours. Donc, pour moi, c'est normal, c'est ma norme. Et pour eux, ça va leur faire peur et tout. Au début, je ne comprenais pas. Mais à force de leur expliquer, donc c'est ce que je dis à tout le monde. Expliquer que ça vous fait du bien d'en parler, même si ça leur fait mal, au final, ils vont se dire si ça lui fait du bien, ben, tant mieux. Donc il faut en parler. Et le fait d'en parler, on n'est pas là en train de se plaindre. C'est notre quotidien, c'est notre vie de tous les jours. En parler, c'est diminuer un poids qu'on porte tout seul. Et donc, on se sent moins seul et mieux. Et on peut continuer à vivre, à être bien entouré, à travailler, peut-être pas exactement de la même façon que les autres personnes, mais on peut avoir une vie de famille. Bien sûr, on va rappeler qu'il faut faire tout ce qu'il faut avant, les analyses, les tests, tout ça, parce qu'on ne sait jamais si on tombe sur certaines pathologies qui sont les mêmes. On va pas encore créer d'autres pathologies chez nos enfants. Mais si c'est autorisé par nos médecins, il faut leur demander et tout. Et après, si on a un bon suivi, c'est possible d'avoir aussi une vie de famille. Alors quel regard à la société aujourd'hui des personnes atteintes de maladies rares, de maladies comme la NMO? Alors on disait au tout début de cette émission que c'est courageux d'en parler parce que c'est très tabou chez nous, surtout pour une femme. On va dire elle est diminuée, elle ne pourra pas faire d'enfants, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs aujourd'hui on a un exemple. Mais finalement, à quel point cela est handicapant? Justement, quand elle parle, c'est le bon exemple. Oui. C'est pour ça qu'elle est là. Oui, mais j'en ai encore le même, mais différemment. Avec nous, dont on parlait, connaît très bien le professeur Daoudi. Justement, elle a perdu un œil. Elle est mariée, elle a 2 filles et elle travaille. D'accord. Et elle continue à bosser, normalement. Pour vous dire, maintenant, c'est selon la ténacité du patient lui-même. Bien sûr, je pense que aussi son entourage l'a bien aidé.
cette patiente dont Ça, je c'est parle, très important, c'est un point très dont je important parle, dans il y avait l'entourage. sa sœur qui vraiment un coup court avec elle, et puis aussi le côté parental aussi, les parents aussi, ils la soutenaient. Et justement, nous, au niveau de l'association, on se positionne dans cet axe-là. Par exemple, moi, des fois, j'ai des malades qui m'appellent. Faire partie d'une communauté. Une heure et demie de communication téléphonique à écouter le malade. C'est-à-dire, finalement, faire partie d'une communauté, que ce soit Mayra ou votre association, c'est très important de se faire bien entourer aussi. Ça, c'est très important pour accepter sa maladie. Oui, parce que il y a un courant qui passe, c'est très simple, c'est facile d'expliquer, d'en parler, et ensuite on passe à autre chose. Ensuite, on peut continuer notre journée tranquillement. Parce qu'on sait qu'on est écouté et qu'on est bien entouré, et ça fait toujours plaisir. Oui. Professeur Daoudi, sur la question justement de fonder une famille, parce que beaucoup de personnes, peut-être, ça leur fait peur, on a tendance à dire qu'une grossesse peut majorer cette maladie. Dans le cas de la NMO, est-ce que c'est compatible avec une grossesse, par exemple ? Alors, je voudrais justement revenir par rapport à ce qu'a dit vous avez invité la personne idoine pour parler de maladies rares, et je la félicite. D'autant plus qu'elle parle de maladies auto-immunes. Donc, cette notion de chevauchement des maladies auto-immunes, donc de co-auto-immunité, fait que la NMO est une maladie qui a un tropisme pour les autres maladies auto-immunes, et je pense qu'elle l'a bien soulevé. Donc, le gros souci de ces maladies, vous savez que durant la grossesse, il y a une modification de la structure de la femme du fait des modifications hormonales, mais qui dit hormone, dit immunité. Donc, certaines maladies auto-immunes, on peut avoir, dans certains cas, une petite aggravation de leur pathologie, comme d'autres, on pourrait avoir une amélioration. Dans le cadre du spectre NMO, il n'y a pas de grosses différences étiquetées jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais le souci que se posent ces patientes, qui peuvent faire des grossesses elles aussi, donc on doit à une vie normale, elle pose des questions sur la thérapeutique. C'est ça, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Je dis peut-être entre parenthèses, on s'inquiète justement. Voilà. Est-ce qu'on doit interrompre son traitement ? Tout à fait. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, donc vous tombez à pic, c'est qu'il y a eu une réunion en décembre 2023 où on a repris les thérapeutiques utilisées parce qu'on avait de l'appréhension dans le traitement de fond de ces pathologies. Donc, je parle du spectre NMO et notamment des maladies AQP4. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de très, très, très bonnes nouvelles par rapport à l'utilisation de ces thérapeutiques de fond. Je ne parle pas des thérapeutiques de poussée, de fond, qu'on craignait. Donc, maintenant, on a des autorisations à utiliser parce que les deux patientes qu'on a perdues, par exemple, nous avons perdu une patiente parce que durant la grossesse, elle a interrompu le traitement et elle ne l'a pas repris. Et malheureusement, elle a fait une poussée sévère à 4 mois de l'accouchement et elle a fait des complications qui ont fait que la patiente est décédée. Donc, nous avons eu un gros soulagement par rapport aux thérapeutiques anciennes qui viennent d'avoir une autorisation d'utilisation durant la grossesse, donc pas de souci pour la grossesse, pas de souci pour l'allaitement. Et je vais enchaîner. Donc il y a eu des avancées par rapport à aux formes qui ne répondaient pas au traitement de forme de première intention ou les formes double séronégatives qu'on peut utiliser. Donc il ne reste pas beaucoup de temps peut-être. Voilà. Qu'ils sont autorisés actuellement même chez les femmes enceintes. Donc vous voyez qu'elles peuvent faire des grossesses et faire des enfants. Non, j'allais justement vous demander d'enchaîner puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps sur les traitements. Alors quand on parle des traitements, alors l'objectif des thérapeutiques dans cette maladie, c'est de bloquer les poussées, c'est quoi ? Alors il y a deux objectifs dans ces maladies et je pense que le premier objectif, il est majeur, c'est de traiter de façon efficace et vite la poussée, avec des armes très puissantes, puisqu'on sait que c'est une maladie il y a un affolement du système immunitaire, donc il y a une déperdition des défenses, il y a une accumulation d'anticorps, il faut libérer du sang ces anticorps, donc il faut être très agressif avec un protocole assez spécial. La preuve, c'est qu'actuellement, nous sommes arrivés à proposer des thérapeutiques d'induction dès la première poussée. Vous savez, maintenant, avec les nouvelles thérapeutiques, les gens sont libres de pousser de NMO pendant 3 ans, 4 ans, pour les AQP4.
Et c'est pour ça que je vais finir par dire ça. Pour le traitement de fond, nous avons des thérapeutiques de première intention. Alors il y a trois traitements, c'est ça, il y a le traitement de crise, ce que vous venez de dire, le traitement de la... Il faut insister sur ça. De la poussée. Ce n'est pas le même traitement de la poussée de la sclérose en plaques. Il y a un protocole thérapeutique qui fait appel à des thérapeutiques spécifiques, à 3 protocoles thérapeutiques. Et maintenant, je vous dis, en 2024, donc les recommandations internationales, en dehors de la corticothérapie de la plasmaphéreuse, ils mettent même un traitement d'immunodéplétion, c'est-à-dire un traitement contre l'immunité, contre l'auto-immunité, que vous allez continuer. Pour les traitements de fond, donc pour ce qui est des MOGAD, quand il y a une seule poussée, quand il n'y a pas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Donc pour ce qui est des MOGAD, quand il y a une seule poussée, quand il n'y a pas de critères prédictifs de rechute et quand on n'a pas de critères évidents, on ne peut ne pas mettre de traitement de fond, mais la forme AQP4 positive est une urgence thérapeutique. Alors il faut dire que les MOGAD c'est une autre forme aussi. C'est une autre forme, c'est une autre forme. On va pas dire plus légère, mais différente. Non, c'est juste pour que les gens comprennent de quoi on parle. Différente, mais on parle surtout de l'AQP4 positif parce que cette forme-là, on a des formes AQP4 positifs, à peu près 60%. On a des formes MOG positifs à peu près, on va dire soit 50, 30 et les séronégatifs 20%. Pour les AQP4, on utilisait des thérapeutiques de première intention, mais on a dans à peu près un tiers des cas une résistance
à ces thérapeutiques de première intention. Et Vous parlez de la cortisone? Non, c'est pas de la cortisone, c'est des thérapeutiques immunosuppressives qui modifient le système immunitaire. Et moi qui ai travaillé un peu sur ça pendant une dizaine d'années, je peux vous garantir que les patients algériens, on a eu des formes qui ne répondaient pas dans un certain nombre de cas. Donc là, on est soulagé d'apprendre qu'on va avoir de nouvelles thérapeutiques pour régler le problème de ces formes qui ne répondent pas aux thérapeutiques de première intention, mais également aux formes très sévères. Parce que ces dernières thérapeutiques innovantes sont très efficaces sur ces malades. Et deuxièmement, on a du recul de ces thérapeutiques innovantes dans d'autres maladies autres que neurologiques. Et c'est pour ça que je vous ai donné la bonne nouvelle qu'on peut les utiliser avec des plannings de grossesse ou d'allaitement sans aucun souci. Alors si on revient, résumons, traitement d'urgence, donc traitement de poussée pour bloquer la poussée, ça c'est très important. Alors ça c'est unique, on le prend à vie, on le prend comment finalement? Non, alors le traitement de la poussée c'est juste quand on a la poussée sévère, donc on hospitalise. Et on arrive après à s'en débarrasser. Après, on peut ne plus refaire de poussée quand on met un bon traitement de fond. C'est ça l'objectif. C'est comme un peu les malades qui font des migraines, quand vous donnez un bon traitement de fond, le patient ne fait plus de poussée, c'est ça l'objectif. D'accord. Est-ce qu'on a des traitements aussi pour les symptômes, parce qu'on en a parlé tout à l'heure? Alors les symptômes qui restent, ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez perdre la vue à vie, c'est irréversible. Finalement, il y a des traitements pour ça ou pas? Alors quand on perd la vue, en fait la cécité dans le spectre AQP4 ou dans les MOG, une fois que le patient a perdu, c'est les soucis du cerveau. C'est pour ça qu'on insistait tout à l'heure sur la rapidité et la précocité du diagnostic et du traitement. C'est difficile de récupérer ce qui est perdu. Par contre, quand on dit traitement symptomatique, vous avez d'autres symptômes dans la QP4. Vous avez des douleurs, vous avez des fourmillements, vous avez de la spasticité, vous avez des troubles sphinctériens. Donc tous ces patients-là ont besoin de traitements symptomatiques pour les troubles sphinctériens, pour les douleurs, pour la constipation, pour la spasticité. Donc il faut les accompagner en plus des traitements symptomatiques. J'allais dire justement que c'est pluridisciplinaire. Voilà. Alors pour la rééducation, on a accès ou pas? Parce que souvent on dit que ce type de maladie, ça coûte cher pour les patients parce qu'ils ne sont pas pris en charge, parce qu'ils doivent justement payer leurs séances de rééducation, alors que là c'est courant chez les personnes touchées par la NMO. Tout à fait, Madame Salah. Justement, le problème ne vient jamais seul. Souvent c'est des malades qui sont démunis. Et ça pose un problème monstre. Là, on les reçoit et on discute avec eux. C'est vrai, ou sinon pour avoir aussi des rendez-vous au niveau des centres d'État et tout, ça prend... Oui, centres de rééducation. De rééducation, exactement. Ça reste insuffisant. Exactement. Très insuffisant, pas absolument. Pas suffisant, oui. Alors, on va terminer avec vous, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Très brièvement, Myriam. Alors, un des buts de la Fondation, j'imagine aussi, c'est de faire aujourd'hui, en tout cas, c'est repenser la médecine. C'est dire que le malade doit être acteur de cette maladie. Est-ce qu'on fait aussi suffisamment d'éducation thérapeutique dans ce type de maladie, parce que c'est très important? Non, justement, il faut en faire. On devrait en faire encore plus, parce que c'est très important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est on doit remodeler toute sa vie. Donc, si on a les bonnes clés, on peut le faire. Et justement, je voulais déjà vous remercier pour l'invitation et remercier les docteurs avec nous aujourd'hui. Je trouve que c'est très important d'avoir des médecins comme vous qui donnent comme ça une bonne image du médecin. Et c'est ce que je dis aux patients. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre médecin, changez de médecin, mais n'arrêtez pas d'aller chez le médecin. C'est important. Oui, ça c'est très important. Merci beaucoup. N'arrêtez pas de vos traitements non plus. Aussi. Merci Myriam. Merci encore d'avoir accepté de témoigner gentiment dans cette émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime, sur les questions que vous posez sur ce sujet. On se donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir.